L'alimentation et moi, on va dire que c'est un peu, je t'aime moi non plus. Moi qui croyais avoir, un régime équilibré, bah, du coup pas du tout et là, j'étais arrivée à un stade où j'avais l'impression d'avoir, le corps d'une femme de 75-80 ans. On peut avoir une alimentation qui, sur le papier, est équilibrée avec des aliments sains et cetera, mais que cette alimentation ne soit pas faite pour nous parce que, bah, il y a des aliments qui, bien qu'ils soient sains, chez nous, ça peut nous déclencher des effets, indésirables et surtout des inflammations. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Bonheur de Manger. J'ai le plaisir d'accueillir Sabrina qui me fait le plaisir d'accepter une conversation autour de l'alimentation. Bonjour Sabrina, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien, je te remercie. Tu es en forme? Très, Ah top, c'est un vendredi en plus. c'est ça, la veille du week-end, c'est parfait. Tu as accepté de témoigner, donc je te remercie. Tu as une histoire importante et riche autour de l'alimentation. Ça va être très intéressant de t'écouter. On est à distance parce que bah, tu es autour de Lyon et moi je suis près de Lille. Donc je te propose d'abord de te présenter pour qu'on connaisse un petit peu qui tu es et qu'on comprenne ton lien avec l'alimentation. Et puis tu enchaîneras sur la place de l'alimentation, notamment dans ta vie perso. Puis après, on parlera de ton expérience très riche autour de tes activités professionnelles. Alors donc, je suis, nutrithérapeute, praticienne en micronutrition et depuis un peu plus d'un an aussi en hypnose, donc sur Lyon, mais aussi un petit peu partout finalement parce que moi je travaille beaucoup, en visioconférence. Ah Donc oui. j'ai à peu près 80 des personnes qui viennent me voir qui n'habitent pas dans la région. Avant de rentrer dans ton expérience professionnelle, puisque tu as tout de suite précisé quel est ton métier d'aujourd'hui, ce serait intéressant de connaître ton cheminement en fait avec l'alimentation, notamment à Mmh. titre personnel. Il me semble que tu es une danseuse de haut niveau, danse classique, et tu as utilisé l'alimentation il y a déjà bien longtemps pour qu'elle t'aide à vivre le mieux possible ton activité artistique. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette rencontre avec l'alimentation à l'époque et puis le cheminement qui a suivi? L'alimentation et moi, on va dire que c'est un peu, je t'aime moi non plus selon les périodes. Je vois. Donc oui, je viens d'une famille où j'avais, mon père autant que ma mère qui cuisinaient et alors c'était toujours très agréable, mais ce qui m'a vraiment donné le goût, moi, de cuisiner, alors c'est bête, hein, mais c'est quand j'étais en sixième, on avait encore des cours, c'était avant les cours de techno et c'était une dame qui nous faisait des cours de cuisine. Ah, Et j'ai appris à faire des pâtisseries, à faire des poires belle Hélène. Et en fait, ça m'a vraiment ouvert un univers en me disant, mais je peux faire des choses géniales moi-même, avec ou sans recette. Et donc, ça, voilà, j'avais 11 ans et ça m'a donné ce goût-là. Et après, ben, à cause de la danse classique, ou on va dire de mon état d'esprit au collège, j'ai eu une période d'anorexie, donc qui a duré je dirais de mes 14 ans, donc après l'année de troisième, jusqu'à mes 21 ans. ah quand Donc quand même. même, Ouais. ça dure un Une certain période temps. charnière de croissance. C'est ça. Pour Alors les c'était pas une femmes. anorexie trop stricte non plus. Disons que je m'étais mis en tête que le gras amenait du gras, donc j'avais enlevé tout Mm. le gras de mon alimentation. Donc j'ai passé, oui, presque 10 ans à ne pas manger de frites, à ne pas manger tout Ah, ça. ok. Par contre, le sucre, je le gardais, lui, hein, parce que ça, c'était ma drogue. Donc voilà, D'accord. c'est vraiment une anorexie un peu spécifique, mais finalement qui a passé quand je suis rentrée en école d'ingénieur, j'ai donc quitté la famille, je me suis dit, bah, je vais mettre à une alimentation végétarienne. Voilà, qui pour moi était une alimentation plus saine, plus légère, etc. Et puis à peu près, on va dire un an, 2 ans après, j'ai commencé à avoir effectivement beaucoup de blessures. Enfin, je sentais que c'était pas au top, des problèmes hormonaux aussi. Le lien avec l'alimentation ne m'était pas venu jusqu'à ce que, en école d'ingénieur, donc j'étais en école d'ingénieur en agroalimentaire, parce que du coup, je continuais un peu dans ce lien avec l'alimentation. On a eu des cours de nutrition et donc ça m'a permis vraiment de faire le bilan de mon alimentation. Et moi qui croyais avoir un régime équilibré, ben en fait, enfin sain et équilibré, ben du coup, pas du tout.
En fait, J'étais plutôt hyper carencée en protéines et en gras, bien entendu. j'ai découvert la différence entre l'alimentation au sens je mange pour globalement me nourrir la journée par rapport à mes repères de base, à la nutrition, c'est-à-dire effectivement je mange pour vraiment me nourrir, donc limite avant tu bouffais et tu as compris qu'en fait c'était important de se nourrir et donc de donner le bon carburant à ton corps, c'est ça? Alors c'est ça, alors j'ai jamais bouffé comme tu dis parce que Ouais. j'étais toujours un peu du style, alors si pas anorexique, après, enfin au moins orthorexique, donc à faire très attention, mais dans une norme qui était la mienne. Et là, en le mettant dans des tableaux pour vraiment analyser un peu plus, je me suis dit oui, mais ça a beau être sain, parce que le régime végétarien, on dit que c'est sain. A priori, c'est sain, sauf que ça peut être complètement déséquilibré si on n'a pas un minimum de base. Puis, ça m'a aussi permis un peu de refaire la paix avec des catégories d'aliments que j'avais mis de côté depuis des lustres, quoi, hein, le gras. Oh, mon Dieu, quelle horreur! Oui, là, j'ai appris que le gras, ben, c'était ce qui faisait mes hormones, c'était ce qui aidait mon cerveau, etc., etc. Donc, Tu as appris la notion, la distinction entre le gras et le gras et le gras, c'est-à-dire le bon gras et le mauvais gras en fait. c'est ça, Et tu allé un peu exactement. plus en profondeur sur cette compréhension. C'était pas blanc ou noir, mais qu'il y avait des nuances de gris au milieu, quoi. D'accord, ok. Et puis après, j'ai eu une deuxième période, donc là c'était encore 10 ans après. Alors c'est marrant, ça a l'air d'être un peu tous les 10 ans chez moi. J'espère que ça n'a pas recommencé. Ou 10 ans après, où j'ai de nouveau eu beaucoup de problèmes de santé. Et bien souvent, bah, c'est par les problèmes de santé que j'en viens aussi à Mm. reconsidérer mon hygiène de vie ou mon alimentation. Et là, j'étais arrivée à un stade où j'avais l'impression d'avoir le corps d'une femme de 75-80 ans, quoi. J'étais fatiguée, j'avais mal partout, j'avais des tendinites à répétition, des maux de tête toutes les semaines. C'était infâme, je comprenais plus ce qui se passait parce que j'avais pas changé, quoi. Je faisais le même sport, j'avais la même alimentation. Et je me suis dit, ben, c'est peut-être qu'il y a des aliments qui me font du mal. Donc je pensais notamment au gluten. C'était l'époque où on commençait quand même à parler de ces intolérances au gluten. Mm. Parce que tout était normal par ailleurs sur mes analyses, bien sûr. Donc j'ai un petit peu galéré à trouver un médecin qui m'écoute à ce niveau-là. Et je suis tombée voilà, sur un médecin qui était aussi micronutritionniste, homéopathe, et qui m'a dit, mais oui, c'est tout à fait possible. Il m'a fait passer un test d'hypersensibilité alimentaire. Et là, je me suis rendu compte, enfin, je suis tombée de ma chaise. Hein, c'était un peu les doubles effets qui se coulent. C'est-à-dire que le premier, c'est, bon, je suis contente, c'est pas dans ma tête, il y a bien quelque chose dans mon alimentation. Ouais. Deuxième effet qui se coule, c'est, ah ouais, mais maintenant, qu'est-ce que je mange? Parce que sur ce test apparaissaient beaucoup d'aliments que je mangeais forcément régulièrement, Mm. dont certains qui, pour moi, étaient complètement sains, que je mangeais depuis des années. C'était le cas des amandes, c'était le cas du soja. Et que là, elle me dit, ah ben mince, finalement, ils me font du mal. Et j'ai passé une petite période quand même d'adaptation, de digestion de tout ça. Et quand j'ai réussi, voilà, vraiment à les enlever, à bien les remplacer, effectivement, je me suis sentie mieux et c'était le jour et la nuit, quoi. Donc là, c'était je dirais, la deuxième prise de conscience où je me suis dit, ben, voilà, on peut avoir une alimentation qui, sur le papier, est équilibrée, avec des aliments sains, etc., mais que cette alimentation ne soit pas faite pour nous, parce que ben, y a des aliments qui, bien qu'ils soient sains, chez nous, ça peut nous déclencher des effets indésirables et surtout des inflammations. Progressivement, tu as pris conscience que d'abord tu étais unique. Mais ça, tu le savais depuis le début, sauf que tu avais quelques aiguillages un peu bizarres pour toi. Mais en rentrant plus en profondeur sur la compréhension de ce qui te fait du bien ou du mal, en fait, tu comprends que toi, tu as besoin de certains aliments, mais par contre, d'autres te seront néfastes. Alors bon, je comprends très bien cette histoire parce qu'on a un chemin similaire là-dessus. Mais effectivement, c'est très surprenant quand on lit la liste des aliments qui sont diagnostiqués comme étant en fait
plutôt dangereux pour nous en fait, alors qu'en fait on n'y croit pas au départ. Moi c'était un peu ça. Enfin tu n'y crois pas parce qu'en fait ta culture alimentaire fait que pourquoi les amandes que j'aime beaucoup manger sont devenues mes ennemis en fait. Voilà, autant le gras j'étais convaincue, autant là je n'imaginais pas quoi. Donc effectivement on voit que ton expérience d'aujourd'hui se nourrit de cette expérience personnelle qui passe de la notion de l'alimentation qu'on peut gérer avec des convictions personnelles ou enrichies de veille qu'on fait. On comprend mieux avec la nutrition les équilibrages. Donc là, effectivement, ne pas se mettre en carence, en difficulté. Puis après, tu découvres vraiment la profondeur de la connaissance autour de l'alimentation, qui est la micronutrition et qui fait que il y a certains éléments auxquels on ne pense pas parce c'est pas une connaissance qu'on a au final. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la micronutrition pour nos auditeurs? Parce que je suis pas sûre, comme moi, qu'on en connaisse bien la définition. C'est sûr. La micronutrition, en fait, c'est, je dirais, une vision à la fois plus large et plus dans le détail de la nutrition. La nutrition, en tout cas telle que moi je l'avais apprise, ou la diététique et nutrition, c'est vraiment s'occuper des macronutriments, donc des glucides, des lipides, des protéines. Alors effectivement, il y a une petite quand même notion de vitamines et de minéraux, mais c'est assez léger. En micronutrition, on va justement s'intéresser davantage à ces micronutriments, donc les vitamines, les minéraux, le type d'acide gras. Comme tu dis, il y a du bon gras, il y a du mauvais gras, et le corps a besoin d'un petit peu de tout, bien souvent, mais avec des quantités différentes. Et ça va même encore plus loin, c'est-à-dire qu'on va aller vraiment dans l'individualité de la personne, parce que pour une même alimentation, entre la personne déjà qui va le faire cuire, qui va prendre des haricots verts en boîte, et puis du steak haché low cost, celle qui va prendre du steak haché de viande label rouge bien nourrie avec des haricots verts bio cuits à la vapeur douce. Bon, déjà, on aura beau avoir les mêmes aliments de base, finalement, dans l'assiette et dans le ventre, on n'aura pas les mêmes nutriments. Et ça va même plus loin, c'est que on n'est pas tous égaux non plus, on n'a pas tous le même patrimoine génétique et donc enzymatique. Et donc, ces aliments, on ne va pas pouvoir tous les digérer de la même manière. On n'a pas le même microbiote, donc les personnes vont être plus sensibles à certaines fibres, d'autres avoir du mal à digérer plutôt des protéines, etc., etc. Donc c'est vraiment d'aller voir chez la personne s'il n'y a pas des choses qui vont gêner l'absorption de certains minéraux ou augmenter les besoins en certains oligo-éléments ou vitamines. Donc voilà, c'est vraiment d'aller chercher dans le détail, mais finalement c'est le détail qui fait tout, parce que si on n'a pas les micronutriments qui permettent à notre corps de fonctionner, on peut avoir une alimentation qui est somme toute équilibrée, on n'en fera rien et ce qu'on va manger, on peut finir dans les toilettes. Si on a un excès de perméabilité intestinale, on a beau avoir tout ce qu'il faut dans notre alimentation, finalement on ne va pas absorber grand-chose. Faire le lien aussi, pas juste considérer que l'alimentation, mais ce lien entre la personne et l'alimentation, vraiment. Alors, ce que tu dis, c'est que d'abord, les nutriments, c'est-à-dire chaque aliment, en fait, a plusieurs éléments vivants qui lui appartiennent. Donc, il a des vertus nutritionnelles, c'est comme ça qu'on dit. Donc, déjà, la manière dont on va choisir nos produits va déterminer si on récupère ou pas les nutriments naturels de ces produits. Donc, tu l'expliques, une viande qui vient en fait d'un élevage limite local, petite taille, avec des vaches qui ont brouté, qui ont été élevées correctement, elle aura plus de nutriments, cette viande, parce qu'elle aura été nourrie correctement, tout simplement parce que la vache se sera nourrie correctement et qu'on aura respecté son cycle d'évolution. Donc il y a déjà cette base-là, puis après tu expliques que comme les aliments ont différents nutriments, en fonction de comment on le cuisine, comment on le cuit, ça peut les détruire ou les bonifier. Et ensuite, il y a le fait que chacun peut trouver en fait sa solution d'aller mieux s'il s'intéresse précisément à ce qu'il mange, est-ce que ça lui correspond ou pas. En gros, c'est j'ai une voiture qui tourne à l'essence. Je vais pas mettre du diesel, quoi. C'est un peu ça, quoi.
Est-ce que tu peux partager avec nous, au travers de ton expérience professionnelle, comment tu abordes l'alimentation? Qu'est-ce que tu trouves intéressant derrière ça? Moi, il y a quelque chose que j'ai trouvé très pertinent dans ta démarche, tu l'écris d'ailleurs sur ton site web, c'est le fait de dire que c'est intéressant pour l'individu de comprendre l'interaction entre à la fois ses émotions et la manière dont on mange. Et ça a un peu résonné, je pense, que dans ton histoire personnelle, hein, il y a la manière dont on va se mettre en stress et la manière dont on peut interpréter comment l'alimentation peut nous aider ou pas dans ce stress. Au niveau de professionnel, avec ce lien avec l'alimentation, mais comme je te disais, j'ai travaillé pendant 10 ans dans l'agroalimentaire au début. Donc j'étais vraiment sur la partie fabrication, développement des ingrédients, enfin des produits, et que j'ai quitté au bout de 10 ans parce que clairement ça ne correspondait plus à mes valeurs et que je ne m'y retrouvais plus. Et je me dis, mais je ne peux pas contribuer à développer des produits dont j'ai presque honte ou que je ne mangerai pas. Donc j'ai préféré passer de l'autre côté et justement aller un peu enseigner entre guillemets, ou en tout cas expliquer aux gens comment apprendre déjà à y voir un peu plus clair dans ce qu'on leur propose. Ça c'est un petit peu mon cheval de bataille. Et puis aussi à s'écouter. Ça, je trouve que c'est vraiment clé parce qu'on a vraiment tendance dans notre société à décorréler la tête du corps et beaucoup à manger avec notre tête, donc avec nos valeurs, avec nos croyances, etc. Et sans écouter notre corps. Et on peut, je vois des personnes qui ont suivi pendant plusieurs années une alimentation qui était crudivore. J'ai rien contre le crudivorisme, ça peut être formidable pour certaines personnes, mais en l'occurrence, ces personnes-là, au bout d'un an, elles ont commencé à quand même avoir moins, à perdre beaucoup de poids, à perdre les cheveux, à être fatiguées, à avoir des carences, et à continuer quand même dans cette voie-là, parce qu'elles se disaient, ah mais si, ça, on m'a dit que c'était bon. Ouais, mais écoute-toi, tu vois bien que ton corps, ça lui va pas. Et la notion de crise, détox ou je ne sais pas quoi, bon, ça peut aller 1 mois, mais ça va pas durer plusieurs mois. Donc c'est vraiment, voilà, de s'écouter, parce que finalement, notre corps sait mieux que quiconque ce qui est bon pour nous. C'est vraiment ce que j'essaye aussi de transmettre dans mon métier d'aujourd'hui, qui est celui de nutrithérapeute. Quand tu exprimes ça, c'est très très fort en fait. Ce que tu es en train de dire, c'est qu'on peut être acteur de sa vie, de son processus dynamique, hein, donc on peut être vraiment bien dans sa vie, donc dans son corps d'abord, et donc après on appréhende les choses beaucoup mieux forcément, parce que si le corps va bien, on va mieux aller dans son cœur et sa tête. Et donc ce que tu évoques, c'est plus tu t'intéresses à la manière dont ton corps te parle, plus tu vas pouvoir trouver les clés de fonctionnement qui vont te permettre d'être vraiment acteur de ta vie. Et au final, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, quelle que soit ta situation personnelle, ton contexte de vie, tu es d'accord Complètement. là-dessus? Bah, complètement. C'est vraiment de se faire confiance parce que, et ça, encore une fois, on ne nous apprend pas à le faire et on n'a pas confiance. Mais j'ai beaucoup de gens qui me disent, alors je ne sais pas si c'est dans ma tête, mais je ressens ça. Je dis, ben non, si tu le ressens dans ton corps, c'est pas dans ta tête, c'est bien dans ton corps. Donc maintenant, peut-être que on n'arrive pas à l'expliquer scientifiquement, ou on n'arrive pas à le voir sur ces analyses-là, mais peut-être que soit il faut faire d'autres analyses, ou en tout cas, peut-être ne pas chercher à comprendre, mais si tu as identifié qu'à chaque fois que tu manges cet aliment, t'es pas bien, t'as mal à la tête ou quoi, cherche pas, tu enlèves cet aliment. Et puis tu vois, si ça va mieux, c'est qu'effectivement, le lien de cause à effet est là, et même si on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas expliquer actuellement, que ça n'est pas vrai. Et que ça n'est pas, que c'est pas parce que on n'arrive pas à l'expliquer que c'est forcément dans ta tête et forcément lié au stress. Alors, je nie pas, loin de là, l'effet du stress sur la santé. Là aussi, j'ai mis un petit peu de temps pour faire le lien quand même, parce que pendant longtemps, j'étais stressée à mort, mais je ne voulais pas en entendre parler. Le stress, pour moi, c'était positif, ça me permettait de bosser plus, etc. Bon, jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'avais des grosses périodes de stress, bizarrement, au niveau du ventre, ça ne se passait pas du tout bien et il fallait que je m'occupe de mon microbiote de manière active. Bon, là, j'ai commencé à faire vraiment ce lien-là aussi. Et même plus que le stress, c'est, voilà, peut-être des fois, c'est l'émotionnel derrière. Hein, pour beaucoup de personnes anorexiques, par exemple, ou ex-anorexiques en tout cas,
il y a un lien avec la nourriture qui reste compliqué et ce lien-là, on va le retrouver souvent dans des pathologies digestives, d'intestin irritable ou autres. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est ce mot microbiote dont on entend de plus en plus parler? Alors, c'est rigolo parce que la dernière fois, j'ai eu une soirée avec des femmes voilà, entrepreneurs. Et quand j'ai expliqué un petit peu le sujet sur lequel je m'investis, qui est l'alimentation, elles me parlent de microbiote. Et en fait, je me rends compte que de plus en plus les gens utilisent ce terme, mais je ne suis pas sûre, pareil, qu'on en comprenne le sens ou qu'on en connaisse la définition. Est-ce que tu peux nous aider à savoir ce qu'est le microbiote? Oui. Alors déjà, c'est vrai que quand je parle de microbiote, c'est un gros abus de langage. J'aurais dû parler de microbiote intestinal. Oui. Parce qu'en fait, des microbiotes, on en a partout. On a un microbiote sur la peau, dans la bouche, au niveau de l'estomac, etc., vaginal, intestinal et compagnie. Donc le microbiote intestinal, ça va être le plus important. Et un microbiote, on va dire, c'est un ensemble de bactéries, de micro-organismes qui vient peupler notre organisme et qui participe à notre bien-être. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul dans notre corps, donc il y a toutes ces bactéries et juste par exemple dans le ventre, on a à peu près 2,5 kg de micro-organismes qui sont dans l'intestin, ce qui est énorme. Et elles ne sont pas juste là pour squatter l'espace, elles sont vraiment là pour nous aider en fait. Et on vit en interaction avec elles, en symbiose. Voilà, c'est le terme que je cherchais, en symbiose. C'est-à-dire que nous, on vient se nourrir, donc on se nourrit nous, mais en même temps, on nourrit ces bactéries. Et ces bactéries, en se nourrissant des fibres, des sucres, etc., de tout ce qu'on mange, vont produire, pour certaines en tout cas, des composés qui nous sont bénéfiques et qui nous permettent de vivre. Donc ça permet de jouer sur l'immunité, ça permet d'être une protection contre certains cancers, ça permet tout un tas de choses de digérer, hein, parce qu'il y a certains aliments que nous ne sommes pas capables de digérer et pour lesquels on a vraiment besoin de ces bactéries pour arriver à les digérer, pour produire des vitamines aussi. Je te remercie, hein, parce que c'est très important, je pense qu'on comprenne ce que tu viens de dire, et c'était très clair. Je retiens 2 choses dans ce que tu dis, c'est que d'abord, on est à une époque où on se préoccupe beaucoup de notre biodiversité externe, c'est-à-dire notre environnement, ce qui est très important parce que, comme tu l'expliquais tout à l'heure, hein, la viande qui vient d'une vache qui a été respectée et d'une vache qui a été industrialisée de façon féroce et agressive, ça n'a pas du tout le même impact sur le plan nutrition, donc pour notre écologie personnelle. Mais ce que tu expliques aussi, et ça je pense qu'on est beaucoup moins conscient, c'est qu'en fait on a une biodiversité interne. Et qu'en fait, la nature a fait que chaque animal vivant, chaque mammifère que nous sommes ou autres animaux, en fait, nous avons à la fois une biodiversité externe qui est là pour nous faire fonctionner, nous nourrir. Les choses ne sont pas faites par hasard. Mais au final, c'est la même chose en interne. C'est-à-dire que notre corps est lui-même une biodiversité. Ce que tu es en train de dire aussi, c'est la deuxième chose que je retiens, c'est que on a été beaucoup éduqués, hein, je crois qu'on a à peu près le même âge, mais on a été beaucoup éduqués dans l'idée qu'on n'est fait que d'ADN en fait. Et que notre héritage génétique fait que selon notre ADN va être déterminé le fait qu'on a un chemin plus ou moins sinueux et que ça peut expliquer des pathologies. Mais au final, ce que tu es en train de dire, et ça c'est lié aux recherches depuis les années 90 hein, sur l'intestin, donc le microbiote intestinal entre autres, c'est que cet écosystème que tu as exprimé, hein, qui pèse 2,5 kg, c'est ça que tu disais? À peu près chez un adulte. C'est pas neutre, hein, donc voilà. C'est qu'en fait, cette biodiversité, cet écosystème de bactéries, de micro-organismes, a autant d'importance que l'ADN, voire peut-être peut déterminer encore plus le fait qu'on peut enclencher une maladie ou pas. C'est ce que tu disais par rapport au système immunitaire, les maladies comme le cancer, etc. Tout à fait. Et ça peut d'ailleurs expliquer la multitude de ce qu'on appelle de maladies modernes que l'on identifie de plus en plus depuis les années 90 et qui sont difficiles à accompagner, à soigner, parce qu'en fait, elles ne se règlent pas que par la prise d'un médicament, une chirurgie. Elles vont être liées en fait à notre compréhension individuelle de notre propre écosystème, en fait. C'est ça que tu dis, c'est que plus on comprend notre propre biodiversité, comment elle fonctionne, comment elle a été construite, plus en fait on peut avoir la possibilité d'avoir une santé durable. C'est ça que tu es en train de dire. C'est ça, c'est exactement ça. Ton métier est très précieux en fait.
En tout cas, il est passionnant. Ah, ça, c'est sûr. Et donc, tu aides les gens à se guider, à comprendre leur propre fonctionnement, en fait, leur propre écosystème, c'est ça? Voilà, c'est exactement ça. Et c'est vraiment, enfin, moi, j'ai aussi à cœur d'avoir cette approche globale de la personne. Parce que même si on vient me voir pour des problèmes digestifs, je dirais fonctionnels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de maladie de Crohn, de maladie cœliaque ou autre, donc on a des problèmes digestifs, mais par ailleurs, tout semble OK. On n'est pas qu'un intestin sur pattes, quoi. Il y a tout le reste à prendre en charge. Donc, il y a effectivement son alimentation, sa façon de fonctionner, parce que ben, on peut avoir mal à l'intestin parce qu'on mange pas assez, et on envoie donc à son intestin des aliments qui vont être mal prédigérés. Mais il peut y avoir aussi beaucoup l'influence de l'émotionnel, et c'est pour ça que je me suis formée à l'hypnose. C'est pour arriver un petit peu à prendre en charge aussi ce volet émotionnel, parce que certaines personnes sont tellement bloquées dans leur stress ou dans différentes émotions que ben, le corps, hein, les mots du corps MAUX sont les mots de l'âme MOTS. Et je trouve que c'est vraiment, en tout cas, encore une fois, je l'ai expérimenté sur moi. Moi qui étais très cartésienne, bon, j'avais un peu du mal à y croire jusqu'à ce que je le vive. Et sans être un ayatollah, hein, du mental, et de se dire ah, il faut absolument travailler sur votre émotionnel, je me dis ben voilà, en tout cas pour les problèmes chroniques, que ce soit digestifs, hormonaux et autres, il y a souvent ce petit nœud émotionnel qui est là, et en tout cas de le mettre en lumière déjà. Moi, c'est après les gens font leur chemin. Il y a des personnes qui veulent rester que sur l'alimentation, les compléments, et c'est OK. Peut-être qu'elles passeront dans un deuxième temps sur ces notions-là, peu importe. Mais moi, j'aime bien essayer, voilà, de mettre tout ça en lumière pour donner à la personne un maximum d'outils pour pouvoir reprendre sa santé en main. Mm. Alors, ça fait vraiment écho parce que c'est une expérience personnelle que j'ai eue. À l'époque, donc, on a d'abord réglé le problème de l'alimentation qui me faisait mal, hein, ce que tu expliquais, hein, des aliments qui étaient en fait néfastes. Et en fait, je pensais qu'en retirant les aliments qui me faisaient mal, tout allait aller mieux, quoi. Et en fait, 3 ans après mon début de changement alimentaire, je me suis rendu compte que j'ai fait une réaction pulmonaire très très violente en plein été. C'est toujours les vacances où on décompresse. Et au tel point qu'on voulait m'emmener aux urgences. Et je dis non, 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 c'est pas quelque chose comme une pneumonie. Je sens que c'est un effet secondaire de quelque chose qui me fait mal. Et quand j'ai revu le médecin spécialisé, un peu comme le tien, hein, voilà, que tu as décrit, en fait, il m'a simplement expliqué que c'était un effet secondaire de la candidose que j'ai découvert. Et comme tu le disais, dans notre microbiote intestinal, on a un champignon qui s'appelle le Candida albicans que j'ai découvert dans le côlon et qui est là pour jouer un rôle très précis. Sauf que ben, si on le nourrit trop de sucre fermenté, ben, il va proliférer. Et du coup, voilà la réaction que moi j'ai eue en tout cas. Et je comprenais pas parce que je mangeais vraiment très très peu de sucre. Et il m'a dit non, non, mais cherche pas, c'est l'impact de ton stress. Et c'est à ce moment-là où j'ai aussi travaillé ma propre approche de ma vie. Et j'ai commencé à m'intéresser à la respiration, méditation, à revoir aussi les choses qui me stressaient, parce que je me suis rendu compte que l'alimentation seule ne suffisait pas. Dans ton expérience professionnelle aujourd'hui, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu retiens de tous les échanges que tu as avec tous tes patients clients, je ne sais pas comment tu les appelles. Qu'est-ce que tu retiens aujourd'hui dans les échanges avec eux et leur processus d'évolution? Alors, ce sont mes clients, n'étant pas médecins, on va parler de clients. Ben, ce qui est marquant, c'est la diversité et le cheminement intérieur, en fait. Il y a des personnes, on se dit, ouh, ça va être compliqué parce qu'il y a des problèmes qui durent depuis longtemps. Et puis, en fait, ça va tout seul et on se rend compte que, hop, il y a juste un petit déclic et ça y est, la personne se transforme à tout niveau. Et d'autres chez qui on dit, bon, ça va être assez simple. Et au contraire, ça peut être compliqué et long parce que ben, une petite modification, ça va un petit peu dévoiler tout le... C'était un peu l'arbre qui cachait la forêt. Et donc voilà, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui est vraiment très riche, vraiment très surprenant, et c'est ce chemin personnel qui est propre à chacun. Et pour moi, les problèmes de santé qu'on peut avoir, c'est vraiment encore une fois, voilà, des maux de notre corps, mais qui doivent nous amener aussi à
reconsidérer un petit peu notre équilibre intérieur et extérieur dans sa globalité. On est responsable de notre santé, et je dirais ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que quand on met en place des choses qui ne nous sont pas bénéfiques, au bout d'un moment, effectivement, notre santé s'en ressent. Le point positif, il ne faut pas voir ça comme ah ben mince, j'ai mal fait et hop, je m'auto-flagelle. Mais au contraire, c'est de se dire ok, mais maintenant justement, j'ai la chance de pouvoir réagir et donc de pouvoir comprendre ce vers quoi je dois aller. Et c'est utiliser voilà, ces soucis de santé, ces troubles digestifs ou autres, pour se dire tiens, comment je peux aller vers le mieux, comment je peux aller vers... Et le mieux, ça peut être le mieux juste alimentaire, ça peut être le mieux au niveau hygiène de vie, donc gestion du stress, etc. Mais chez certaines personnes, c'est carrément de se dire, en fait, ça fait des années que je suis dans un milieu pro avec des gens qui ne me comprennent pas, où je suis mal, et ça me stresse, et donc il faut que je change ça aussi. Et des fois, je trouve ça génial de partir juste de douleur de ventre ou de troubles digestifs ou autre, et pour en arriver à changer sa vie. Tout ce cheminement de s'intéresser à soi peut amener en fait à faire des choix de vie différents qui nous polluent au final. Et l'alimentation peut être que la partie visible de l'iceberg. Voilà. Donc chaque personne est différente dans son histoire. Pour toi, le bonheur de manger, c'est quoi ? Pour moi, le bonheur de manger, c'est de manger en me faisant plaisir. Donc peut-être être entouré de personnes ou juste en couple ou juste moi toute seule, mais être bien et découvrir des saveurs. Moi, je prends mon pied quand je vais dans un restaurant tibétain ou des choses un peu différentes où je découvre, où mon palais va découvrir des nouvelles saveurs. J'ai pas besoin d'une grande cuisine. Un Paul Bocuse ne m'attire pas plus que ça. Mais même si ça peut tout à fait me surprendre, mais pour moi, c'est trop guindé. Donc plutôt, la cuisine presque familiale, mais dépaysante. La cuisine créative, faite maison, intuitive, qui donne de l'amour, qui a envie de partager avec les autres et qui est sans prétention, en fait. C'est ce que tu es en train de dire. Exactement. Puis surtout, je dirais cuisiner avec le cœur. Il y a des fois, je suis en vacances et je pars dans des gîtes où il y a des personnes qui cuisinent pour nous, et on va le sentir quand il y a l'amour qui est dans l'assiette. Et par rapport à une personne qui va très bien cuisiner, mais qui va être plus technique, et on sent qu'il manque un petit quelque chose, même si c'est peut-être plus beau, mieux présenté, etc. Il manque ce supplément d'âme là qui fait que la cuisine, elle prend une dimension autre. C'est très beau ce que tu viens de dire. C'est je trouve très inspirant, c'est top. Dans ta pratique aujourd'hui, est-ce que tu accompagnes les personnes aussi sur des idées de recettes ou une manière de cuisiner, ou tu n'interviens que sur la prise de conscience Si, je guide, parce que beaucoup de personnes qui doivent éviter des aliments, elles se retrouvent un petit peu perdues. Donc pour moi, c'est aussi mon rôle de les guider pour arriver à cuisiner de manière équilibrée et gourmande, malgré ces hypersensibilités. Donc je partage des recettes qu'en général je fais pour moi et je partage à mes clients. Ouais. Et tes clients, c'est des gens qui ont l'habitude de cuisiner ou pas du tout? Enfin, t'as de tout? Pas forcément, j'ai vraiment de tout. Il y en a, on part de très très loin, et du coup, faut aussi prendre conscience que tout le monde n'a pas l'habitude ni le temps de passer 3/4 d'heure en cuisine. Donc on s'adapte et on part de là où ils en sont. Mais c'est pareil, on peut quand même commencer à manger sainement, même sans être un top chef. Par rapport à l'expérience personnelle et professionnelle que tu as eue, quel serait le conseil que tu donnerais à nos auditeurs? Encore une fois, je dirais, c'est d'écouter son corps. Le principal, c'est ça, c'est écouter votre corps, parce qu'il sait mieux que votre tête ce qui est bon pour vous. Eh bien, Sabrina, merci vraiment d'avoir consacré du temps. Merci pour ton témoignage, il était vraiment intéressant. Ça mériterait qu'on passe plus de temps ensemble, donc peut-être on se le réorganisera sur des thématiques. Mais en tout cas, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Pour nos auditeurs, n'hésitez pas à suivre Conversation avec sur le bonheur de manger.